Notre interrogation du jour, dédollarisation de l'économie mondiale, l'irréversible déclin de l'Occident, telle est notre grande interrogation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est qu'un empire ne peut tenir dans la durée que grâce à deux éléments clés, son armée et surtout sa monnaie. Son armée, car l'empire doit être capable de protéger son territoire et de conquérir de nouvelles terres pour s'étendre. Et sa monnaie, car c'est avec elle qu'il paye ses militaires et c'est par elle qu'il entendra échanger des richesses avec ses vassaux. Dans ces deux domaines, un empire voulant durer doit mettre en place des mesures pour maintenir la stabilité à la fois militaire et surtout économique. Est-ce encore le cas aujourd'hui de l'Occident? De ce point de vue, mesdames, messieurs, ce qui se passe actuellement du côté américain impose quelques questions. L'usage du dollar et la puissance qui lui est attachée semblent nettement amoindris par les récents événements en Europe et dans le reste du monde. En Europe, le conflit ukrainien a fortement fait bouger les lignes. Malgré la pluie dure de sanctions que son intervention en Ukraine a provoqué, il apparaît que la Russie n'est plus aussi dépendante des systèmes financiers occidentaux qu'elle ne l'était en 2014, date de dernier train de sanctions qui lui ont apparemment laissé le temps de s'organiser. Actuellement, l'économie russe est loin d'un effondrement, alors qu'on est en droit de se poser la question concernant les économies européennes et surtout américaines. Et ce qui se passe dans le reste du monde accentue l'impression d'un changement tectonique majeur au niveau de la monnaie américaine. L'Arabie Saoudite, pourtant partenaire de longue date des Américains et pilier de la puissance du pétrodollar, semble résolument se tourner vers la Chine en acceptant ouvertement des paiements en d'autres devises que le dollar pour l'acquisition de son pétrole. La nouvelle peut ne pas sembler fraîche. Dès 2018, la Chine introduisait déjà des contrats pétroliers cotés en yuan dans le cadre de ses efforts pour internationaliser sa monnaie. Bien que 80% des transactions pétrolières mondiales soient encore effectuées en dollars américains, eh bien, dès mars 2022, cette discussion s'ouvrait entre la Chine et l'Arabie Saoudite à ce sujet pour envisager le paiement du pétrole directement en rial saoudien, voire en devise chinoise. Il faut en effet se rappeler que ce rial saoudien est rattaché au dollar américain depuis des décennies, tandis que des exportations de pétrole saoudien continuent de soutenir le système du pétrodollar des années 1970, dans lequel le premier exportateur mondial de pétrole fixe le prix de son brut en dollars américains. Quelque chose a-t-il changé puisqu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite fait un clin d'œil aux BRICS. Alors qu'il se murmurait déjà depuis quelques années que le nouveau pouvoir saoudien envisageait d'ouvrir ses exportations pétrolières à d'autres devises, les événements en Ukraine ont largement précipité ce projet. Depuis, l'Arabie Saoudite semble vouloir couper totalement les liens avec le dollar américain et se tourner vers la Chine. La question est loin d'être donc imaginaire. Quelques 25% des importations de pétrole de la Chine sur un total d'environ 10,5 millions de barils par jour proviennent d'Arabie Saoudite. Le reste étant livré principalement par la Russie, l'Irak et l'Angola. Le royaume qui exporte en moyenne 6,2 millions de barils par jour figure également parmi les principaux fournisseurs de brut du Japon et surtout de l'Inde. En outre, cette question se pose avec une insistance croissante à mesure que les pays occidentaux tentent de faire valoir leur point de vue de façon de plus en plus autoritaire aux pays producteurs. Depuis les sanctions imposées au Venezuela, puis à l'Iran et maintenant à la Russie, les pays émergents sont devenus moins dépendants des États-Unis. Pour les Saoudiens, la méfiance est encore plus ancienne, notamment depuis que le prince héritier Mohammed Ben Salman a été ostracisé par l'administration Biden, qui l'accusait d'avoir fomenté l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi, distendant en tout cas de façon évidente les relations entre Washington et Riyad. Les demandes de Biden de l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production pour faire baisser le prix du baril de brut n'ont pas été suivies du moindre effet et pire, la production a même été réduite dans ce qu'on peut qualifier de véritable camouflet infligé au président américain, mais surtout
au dollar. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore: dédollarisation de l'économie mondiale, l'irréversible déclin de l'Occident. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, il est président de African Revival, il est notre invité ce matin. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Hello Steve, hope you're doing fine this morning. Je crois qu'il faudra qu'on commence à faire des émissions totalement en anglais, hein? Je suis partant. Je l'espère qu'on pourra le faire. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à la technique et un plaisir chaque fois renouvelé de me retrouver sur le plateau de Panafricanist TV. Commençons par le commencement, Paul est là encore ce matin. Depuis un bon bout de temps, et ça fait déjà des mois, on parle encore de dédollarisation de l'économie mondiale. Jusqu'à preuve de contraire, même le partenaire, l'allié principal, on va le dire des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, a commencé à lui tourner le dos. Est-ce finalement aujourd'hui l'irréversible déclin de l'Occident? Alors, l'Occident a été annoncé, le déclin de l'Occident est annoncé depuis des décennies par les Occidentaux eux-mêmes. Vous pouvez lire, j'oublie le nom de l'auteur, ça va me revenir, qui est un livre qui est sorti au XXe siècle, donc il y a longtemps quand même, qui s'appelait déjà Le déclin de l'Occident. Vous avez Michel Onfray qui a sorti un livre il y a quelques années qui parlait de la fin de l'Occident. Donc, quand ce sont eux-mêmes qui sont lucides et qui voient que en réalité, un empire qui est fondé, que d'ailleurs, comme tous les empires reconnaissent, une croissance, un apogée, après il culmine, et après il n'y a pas d'autre solution et d'autre avenir que de décliner. Mais en réalité, quand un empire comme celui de l'Occident impérialiste est fondé sur le mensonge, le pillage et le crime, ben, il est évident qu'à un certain moment, les 99% de la population la population mondiale, donc, qui subissent vos affres, à un moment donné, ils vont se lever et ils vont trouver que c'est trop. Et c'est ce qui est en train de se passer en réalité avec les États-Unis et leur dollar, parce que rappelez-vous quand même que les trois piliers de ce qui est présenté comme étant la puissance américaine, c'est le dollar, le triptyque on va dire. Donc vous faites un triangle, vous avez à la tête le dollar, vous avez le pétrole et vous avez la dette. Voilà le trio gagnant jusqu'ici depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale des États-Unis pour se maintenir dans cette illusion de puissance d'ogre qu'ils font subir à toute la planète. Alors, la dette. Mais la dette est l'élément essentiel, un des piliers essentiels de la survie du dollar, de l'hégémonie du dollar et donc de la puissance américaine. Parce que si le dollar ne reste qu'au sein des États-Unis, dans le territoire économique des États-Unis, le dollar ne peut pas avoir ce niveau de puissance. Comment le dollar fait pour être aussi puissant? C'est quoi d'abord une monnaie? C'est quoi d'abord la valeur d'une monnaie? La valeur d'une monnaie repose sur quoi? Sur la confiance. Mais la confiance est générée par quoi? Par le volume de la demande. Parce que rappelez-vous que la monnaie est un bien comme un autre et qu'il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Plus une monnaie est demandée, plus elle gagne en valeur, plus en fait tous les pays se battent pour l'avoir comme monnaie de réserve. Parce que les États-Unis ont réussi l'exploit de faire en sorte, après la Seconde Guerre mondiale, que tous les échanges internationaux, en tout cas l'essentiel, se fassent en dollars. Ils ont aussi réussi l'exploit de faire en sorte que cette monnaie, en plus d'être une monnaie de référence, soit donc la monnaie de réserve par excellence. Ce qui fait que quand les États-Unis vous octroient la dette, c'est pour ça que les institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le FMI, qui sont à la solde des États-Unis, créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, inspirées par les États-Unis, qui venaient justement, soi-disant, de libérer l'Europe, alors que les Africains avaient déjà fait le boulot, on connaît l'histoire. Mais quand vous vous rendez compte à quel point les États-Unis imposent par le canal des institutions financières qui sont à sa solde, imposent la dette au monde, vous comprenez que ce n'est pas au hasard. Quand les États-Unis parlent d'aider en débloquant des centaines de milliards de dollars de par le monde, en imposant des ONG, soi-disant dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire même, c'est une mafia extraordinaire que les États-Unis ont su organiser. L'humanitaire n'est rien d'autre qu'une mafia.
Alors, quand vous voyez toute cette déferlante de billets verts, donc du dollar, dans le monde, sous forme de dette, sous forme d'aide, ça a un seul objectif: répandre le dollar au maximum dans toutes les économies du monde et l'imposer comme la monnaie principale de circulation. Et c'est pour ça que l'endettement des pays est essentiel aux États-Unis. Eux-mêmes, qui sont le pays le plus endetté, font d'abord tourner cette monnaie au sein de leur économie, mais comme leur espace économique ne suffit pas, il faut l'exporter. Et rappelez-vous également que la puissance des États-Unis, qui repose essentiellement sur le dollar, participe de cette astuce, cette ruse des États-Unis à avoir justement imposé le dollar à travers le plan Marshall. Je vous rappelle que le plan Marshall, qui est supposé aider à la reconstruction des pays européens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, les États-Unis ont un seul objectif, c'est la domination économique mondiale. Parce que, premièrement, d'un point de vue politique, l'Occident est devenu le petit chiot servile, l'Europe, pardon, est devenu le petit chiot servile des États-Unis parce que ils se sentaient redevables à l'endroit des États-Unis qui, soi-disant, est venu reconstruire l'Europe. Mais en réalité, c'était la déferlante des billets verts en Europe. C'était les entreprises américaines qui gagnaient encore tous les marchés de reconstruction, ce qui créait des débouchés à l'économie américaine. Et les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui a la latitude de faire tourner sa planche à billets à volonté, sans la moindre restriction. D'ailleurs, la Federal Reserve, qui est sa banque centrale, ne dépend pas du gouvernement américain. Ce sont des banques privées qui dirigent la Federal Reserve. Donc, l'économie du monde, puisqu'elle dépend du dollar, et ce dollar qui est créé à volonté ex nihilo selon les desiderata des États-Unis, l'économie du monde est donc assujettie à cette monnaie et donc à la banque centrale américaine qui est la Fed. Donc, voilà en fait le schéma de la puissance américaine qui est basé sur le dollar. Et ensuite, vous avez le pétrole. Le pétrole, c'est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde. Le pétrole, c'est 100 millions de barils par jour vendus. La Chine seulement représente à peu près 10 millions de barils. C'est pour ça que la Chine, en termes d'achat, en termes de consommation, c'est pour ça que la Chine représente un poids extrêmement important dans l'échiquier économique mondial et que les États-Unis s'en méfient. Mais il y a d'autres raisons, on y reviendra. Mais en fait, le triptyque dette, pétrole et dollar, c'est ça en fait qui fait la force des États-Unis. Mais ce triangle est en train de s'effondrer, mon cher Steve. Mais pourquoi? Mais vous l'avez rappelé dans votre entame de propos tout à l'heure, on a aujourd'hui les anciens ennemis qui deviennent des amis parce qu'ils se rendent compte qu'il n'est plus possible de rester sous la coupole hégémonique des États-Unis. Vous avez le mois d'avril dernier, sous l'égide de la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ont signé un accord, qui se sont rencontrés et qui prévoient se rencontrer à nouveau pour normaliser leurs échanges et optimiser justement le volume de leurs échanges sous l'égide de la Chine. Ce n'est pas anodin. Je vous rappelle quand même que les deux pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, sont beaucoup plus proches de la Chine d'un point de vue géographique que des États-Unis et du bloc occidental. Et donc, ils sont en train de consolider et de faire un prolongement des BRICS qui ont déjà décidé de créer leur banque, qui commencent déjà à échanger avec leur monnaie. Et le système SWIFT, qui était un outil de manipulation et de chantage, qui soumettait donc les pays du monde à la contrainte américaine. Le SWIFT, donc je le rappelle aux téléspectateurs, c'est ce système de transferts internationaux de fonds. Quand vous faites un transfert à l'étranger, on vous demande le code SWIFT. C'est les États-Unis, l'Europe, l'Occident en général et les États-Unis en particulier qui contrôlent ce système. Et c'est par ce système que les États-Unis, dans leurs sanctions iniques et illégales contre la Russie avec l'opération en Ukraine, c'est avec ce système que les États-Unis ont réussi à geler 300 milliards de dollars d'avoirs de la Russie. Mais quand vous voyez, c'est quand les autres pays voient ça, pour peu que leurs dirigeants aient un peu de jugeote, ils se disent, attention, si on peut faire ça à la Russie, à plus forte raison nous. Les gens commencent donc, les pays commencent donc à se détourner du système financier et monétaire des États-Unis, occidental en général,
pour donc se regrouper, et on voit de plus en plus des pays qui s'organisent contre justement le bloc occidental pour que on sorte de ce monde unipolaire qui a vu sa naissance après la chute du mur de Berlin en 1989 et le démantèlement de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991. On voit un retour à la normale du fait, j'ai presque envie de dire, grâce à Poutine et la crise ukrainienne, parce que justement ça a mis à nu les plans machiavéliques d'un point de vue économique des États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde est en train justement de tourner le dos au dollar et surtout aux États-Unis d'Amérique. Est-ce parce que ces pays sentent que demain, après-demain, les États-Unis vont tomber et qu'ils ne seront plus le pays le plus puissant qu'ils faisaient paraître? Alors, vous avez parlé dans votre chapeau de l'armée et de la monnaie qui constituent des éléments essentiels au pouvoir et à la puissance d'un pays. Je suis d'accord. Mais sans puissance monétaire, vous n'avez pas d'armée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si le dollar tombe, même la prétendue puissance américaine tombera comme un château de cartes, d'un point de vue militaire. C'est évident. Donc, c'est toute la panique des États-Unis principalement et de l'Occident avec, qui se sont fait ces affidés, parce que justement, le dollar est plus que jamais en danger. Il faut savoir que par le dollar, les États-Unis ont mené le monde entier par le bout du nez. Toute l'économie du monde s'est toujours arrimée aux caprices et aux desiderata du dollar et donc des États-Unis. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on était dans un étalon or, ça veut dire qu'on ne parlait pas d'inflation puisque la quantité de monnaie en circulation dans une économie avait son équivalent en or et il y avait un rapport entre chaque monnaie et l'or, c'est ça qu'on appelait l'étalon or. Au cours de la Première Guerre mondiale, les pays occidentaux ont expérimenté la première phase d'abandon de l'étalon or parce qu'il fallait, pour l'effort de guerre, augmenter le volume de masse monétaire qui ne pouvait plus correspondre seulement à la quantité d'or puisque c'était arrimé directement à l'or. Il fallait dépasser la référence d'or, les quantités d'or qui étaient le reflet de la monnaie en création, et ils ont donc fait tomber provisoirement lors de la Première Guerre mondiale l'étalon or pour créer une masse monétaire excédentaire. Mais ils sont revenus à l'ordre, ça a connu des fluctuations, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods ont décidé, Banque mondiale et FMI, sous l'égide bienveillante évidemment des États-Unis, qui était le grand vainqueur de la guerre et qui pouvait imposer sa loi, ont donc décidé qu'on mettait fin à l'étalon or et on passait maintenant à un système intermédiaire, c'est-à-dire que les monnaies n'étaient plus directement arrimées à l'or, mais étaient arrimées à l'or via le dollar qui constituait donc une monnaie pivot. Vous vous rendez compte que c'est toujours selon les désidérateurs des États-Unis, selon les intérêts des États-Unis. Pendant les 30 glorieuses de 1945 à 1975, les 30 glorieuses, c'est cette période faste où, avec l'afflux justement des dollars américains et la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est retrouvée dans une sorte d'euphorie économique avec la croissance, avec des emplois, avec le baby-boom même dans les années 60, ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que après cette affluence, cet afflux des dollars-là, avec le plan Marshall, l'Europe avait un excédent monétaire qui permettait justement qu'ils aient cette illusion de bonheur et de bien-être. Mais, très rapidement, cette euphorie va tomber à partir de 1971. 1971, c'est la fin de l'étalon or, parce que les États-Unis, c'est la fin de la convertibilité hors-dollar et donc l'avènement du système de change flottant, parce que les États-Unis, selon leurs seuls intérêts, se retrouvent empêtrés dans une guerre au Vietnam qui justement les a dépouillés économiquement. Les États-Unis se retrouvent dans une situation déficitaire extraordinaire et doivent absolument éviter de laisser en fait la convertibilité avec l'or, même comme le pivot c'est le dollar, parce que tous les autres États, s'ils transforment leur dollar, parce qu'ils ont des réserves en dollars, s'ils transforment leur dollar en or, mais c'est l'économie américaine qui s'effondre, parce qu'ils sont déjà en difficulté financière, ils sont déjà dans cette crise-là de liquidité, et ils décident
le président Nixon décide donc unilatéralement, dans les seuls intérêts des États-Unis, mais le monde doit le subir, la fin de la convertibilité dollar-or. On passe donc au système de change flottant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est encore selon les désirateurs des États-Unis. Ensuite, on va avoir la guerre du Kippour qui va engendrer le choc pétrolier de 1973. Ce que j'essaye de montrer par là, c'est de dire que à chaque fois que des décisions ont été prises sur l'économie mondiale, c'était toujours en rapport avec les intérêts égoïstes du dollar et des États-Unis. Mais ça ne peut plus durer. Au bout d'un certain temps, on se rend bien compte que, rappelez-vous de la crise de 2008, la crise des subprimes. Pendant que le monde entier croulait sous le poids des conséquences de la bêtise américaine à cause des actifs toxiques qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que vous avez l'économie réelle, vous avez des biens qui correspondent à une quantité de monnaie bien précise, puisque la monnaie n'est que le reflet de l'économie, mais vous avez l'économie fictive, irréelle, qui est ce qu'on appelle donc la financiarisation de l'économie, dans laquelle les États-Unis se sont spécialisés. Ça participe de la spéculation, c'est ce qui est arrivé en 1929 avec le jeudi noir et la Grande Dépression. C'est ce qui est arrivé en 2018, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les actifs sous-jacents des actifs réels, donc ce qui n'est pas directement liquide et qui n'est pas la monnaie, mais qui représente la monnaie en termes d'actifs, prennent une ampleur, puisqu'ils ont des valeurs spéculatives, prennent une ampleur qui est de loin supérieure à l'économie réelle. Or, avec cette économie irréelle, vous ne pouvez pas réaliser, en fait, vous êtes hors sol en réalité. Donc, on se retrouve à chaque fois en train de subir la bêtise des Américains, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle l'extraterritorialité du dollar. Mais c'est une ineptie qui n'a juste pas de nom, c'est une dictature monstrueuse. C'est-à-dire que le dollar, tel si vous l'avez là, en réalité, vous avez une portion de la loi américaine. Et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, mais vous ne faites que ce que la loi américaine a décidé par rapport à sa monnaie. Donc, en fait, l'extraterritorialité du dollar, c'est de dire où que le dollar se trouve, c'est la loi américaine qui sévit. Donc, le monde en a marre, en fait, de cette hégémonie inique là. Et donc, vous vous rendez compte que la fin du dollar est actée. Ce n'est pas une question de savoir si le dollar va tomber. La vraie question, c'est quand. Justement, quand? Puisqu'actuellement, la guerre continue du côté de l'Ukraine, les pays sont en train de se tourner justement vers les BRICS, et même certains pays africains, est-ce à dire que nous nous dirigeons vers la fin? On se dirige inéluctablement vers la fin du dollar. Les éléments sont là. Et quand on parle de la fin du dollar, il faut bien comprendre que c'est en réalité pour le bonheur de la planète entière. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la puissance économique réelle ou supposée de l'Occident, et notamment donc des États-Unis, qui est l'emblème de cet Occident impérialiste, c'est basé sur le sang des Africains. Les choses ne peuvent pas être plus claires. On l'a démontré, le capitalisme, qui est le modèle par excellence qui est défendu par le bloc occidental, tire sa source dans l'esclavage. Et le monde ne peut pas continuer d'observer passivement des pays qui se targuent d'être puissants, qui narguent la planète entière, alors qu'en réalité, leur confort, leur richesse prétendue et leur grandeur n'est que fondée sur le crime et en réalité tire sa source des pires actes contre l'humanité. Donc, il est de bon ton de saluer la fin du dollar qui se profile parce que ce sera la fin de l'hégémonie occidentale, ça sera l'avènement d'un nouveau monde, pas le nouvel ordre mondial où des hommes couchent avec des hommes tombent enceintes, où des hommes couchent avec des animaux, et ainsi de suite. C'est pas ce nouvel ordre mondial-là qui est en réalité la décadence d'une prétendue civilisation qu'ils veulent imposer à la planète entière, ce qui est une véritable abomination. Mais ce nouvel ordre mondial
que nous appelons de tous nos voeux, c'est un ordre mondial humain, divin, parce qu'inspiré du Créateur et qui impose, qui suggère, qui inspire l'égalité entre tous les humains et non plus l'hégémonie d'un seul peuple sur les autres. Paul Ela, merci. Merci, mon cher Steve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. N'oubliez surtout pas de liker sur nos pages et de partager au plus grand nombre. On va également faire un clin d'œil à la censure. Bonne journée à toutes et à tous.